En 1939, je me rappelle du tocsin et du voisin. Il avait jeté sa charrue et puis travaillera qui voudra. Et ça, c'est resté gravé là. J'étais dans la cuisine avec ma sœur qui était occupée à une tâche ménagère. Et puis tout d'un coup, elle a entendu à la radio, elle s'est mise à pleurer. Donc, de là, elle m'a expliqué un petit peu que c'était la déclaration de guerre et puis que ça n'allait pas certainement se passer très bien. Françaises et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Vive la France! Comme mon père était un grand mutilé de la guerre de 14-18, automatiquement ça nous a choqués. On était à travailler à l'usine quand tout d'un coup, on a entendu la sirène. Alors on a compris tout de suite parce qu'on s'attendait à ça. On a balancé tout, nos tabliers, les légumes qu'on était à faire, c'était des haricots verts. Et chacun est parti, tout le monde est parti de son côté. Il y avait des pleurs parce qu'il y avait des hommes qui partaient tout de suite. Hein. C'était épouvantable. J'étais à Cotineau en ce moment-là. Et puis alors, forcément, il y avait des réservistes qui arrivaient, tout ça. Et puis on est parti sur Rennes. Et à Rennes, il n'y avait pas de place. Alors, j'ai dormi sur un tas de charbon. Puis alors, à 4 h du matin, on partait dans un camion à bestiaux. On était une quarantaine à peu près. Et on allait sur le front. On est arrivé en Alsace, dans un bois, en pleine nuit. On a monté nos tentes, puis on a dormi là, mais il faisait un 3 canards. Il y avait 35 en dessous de zéro. Sur le front belge, on devait aller à l'attaque. On nous a donné de l'eau de site ou je sais pas quoi, c'était de l'alcool quoi, dans notre tasse. Quand j'ai sorti ça, il fallait le boire, soi-disant. Alors moi quand les officiers ça, je l'ai jeté en vitesse. Et puis alors, on est parti à l'attaque, on voyait les Allemands. Puis un homme à petit Pierre de Rionsec, il s'est levé à genoux. Il a reçu une rafale de mitraillette. Alors moi, je ne pouvais pas bouger parce que autrement, c'était bon, ça. Je voyais sous mon casque. Ça coulait. Il s'est levé 3 fois pour appeler sa mère. Hein, parce qu'il n'avait plus de père non plus. Et puis là, il a pu bouger après. La Seconde Guerre mondiale, elle s'impose à Lorient tout de suite puisque Lorient est une ville militaire. C'est une sous-préfecture avec une très grosse présence de la marine, mais aussi de l'armée de terre. Donc Lorient est sollicité tout de suite par la mobilisation, d'une part, et d'autre part va avoir une activité très importante pendant toute la première phase de la guerre pour justement contribuer à la maîtrise par la France et la Grande-Bretagne des communications maritimes, des échanges sur l'Atlantique, et l'Orient met en œuvre les escorteurs, les dragueurs, tout un ensemble de moyens qui servent à sécuriser les convois. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi à proximité la rade de Quiberon, qui sert de base notamment pour ce qu'on appelle la force de raid, qui sont les grands bateaux modernes de la marine française, qui se lancent à la poursuite des grands bateaux allemands disséminés dans l'Atlantique. Donc il y a une activité opérationnelle importante, industrielle, et puis la mobilisation des hommes. La guerre démarre très fort à l'Orient et change totalement de dimension à notre détriment lorsque, dans le cadre de la débâcle, l'Orient tombe aux mains des Allemands le 21 juin 1940. Je me rappelle très bien de l'arrivée des Allemands. Ils sont arrivés par Cariado. Ils venaient donc des Saint-Chemin-de-Guidel.
Et surtout, la rue Paul Guès était recouverte de draps blancs pour dire que la ville se rendait. Et quand l'officier allemand est arrivé aux têtes de son convoi à ma hauteur, il s'est arrêté et il a hurlé de colère parce que la ville se rendait, mais il s'était fait accrocher au chemin de Guidel. Les Allemands ont été prévenus que la position serait défendue et c'était le premier véritable accrochage qu'ils subissaient depuis plusieurs jours. Donc oui, ils ont été confrontés à une défense qu'ils n'avaient peut-être pas escomptée, avec une mitrailleuse quadruple récupérée dans les fins fonds de l'arsenal, parce que l'essentiel des moyens de défense avait été démoli quelques jours avant. Il a fallu réimproviser quelque chose de symbolique, mais qui a fonctionné. Des polémiques à l'époque sur ce combat, est-il justifié, ne l'est-il pas, qu'est-ce que ça représente? Ça représente quelque part, au nom des autorités de la marine, notamment de l'amiral de Pinfintegno, la volonté de ne pas laisser les choses se faire sans qu'il y ait un minimum de résistance. Du genre, ils ne passeront pas, avec des morts de part et d'autre, 7 morts côté français, 8 côté allemand. Et là, la ville tombe aux mains de l'occupant et c'est la deuxième période de la guerre qui commence pour l'Orient et une période qui va se poursuivre jusqu'au 10 mai 1945 et qui va engendrer des phases successives et de plus en plus destructrices de mainmise de l'occupant sur la région. Et on va passer d'une ville française libre de la défense nationale à un véritable territoire du XIIIe Reich totalement soumis au fonctionnement de la machine de guerre allemande. Les Allemands sont arrivés, presque tous les gens ont fermé les portes, les fenêtres et les volets. Moi j'ai regardé par une petite fente, j'ai été effrayée, je peux dire, par l'armement qu'ils avaient. Et tous ces Allemands, comme ils étaient vêtus et tout, ça m'avait fait un choc de voir tout ça. Je me suis dit, mais combien de temps vont-ils rester chez nous? J'habitais à Soie, à la ferme de Soie. Et les Allemands, ils étaient là et ils réquisitionnaient ce qu'ils avaient envie et ce qu'ils avaient besoin, et puis c'est tout. Ils avaient pris tous les bâtiments du château. Il y avait l'auberge de jeunesse, il y avait la grande salle, là, tout ça s'était pris. La peur pour moi, parce que j'avais jamais vu de soldats avant. J'étais chez ma grand-mère, rue Carnel, et ma mère est venue me chercher. Je me rappelle qu'on est partis en courant, ma mère pleurait. On a été voir les prisonniers, puisqu'il y avait tous les prisonniers qui sortaient de l'arsenal, et ma mère avait des amis dedans. Donc tout le monde pleurait de les voir partir. On se retrouve confronté aux conséquences de l'occupation. Donc la première, c'est la première étape d'une longue série de spoliations et d'évacuations. Ce sont tous les militaires qui sont faits prisonniers, que ce soit sur la place d'armes pour la marine, dans les quartiers autrement pour l'armée de terre, qui, au lieu d'être libérés pour avoir une fin de guerre anticipée, partent en Allemagne. Et on ne les a pas revus jusqu'à la fin de la guerre. L'amiral Dönitz, chef des sous-marins allemands, décide, 2 jours après la prise de l'Orient, d'en faire la base principale pour ses sous-marins. Alors, c'est une décision qui est majeure. Si Dönitz vient à l'Orient, c'est pour être tranquille. Beaucoup mieux qu'à Brest, où il va tomber sous la coupe d'autres amiraux plus puissants que lui. Et il se trouve qu'il y a une rencontre entre le potentiel industriel et nautique de la rade et de l'arsenal de l'Orient et le type de bateau que représentent les sous-marins, qui à l'époque sont des sortes de bateaux de surface qui peuvent plonger, mais qui sont d'abord des sortes de torpilleurs qui naviguent en surface. Et ces submersibles, l'Orient, ils sont adaptés à la taille des installations.
Comme les destructions qui ont eu lieu dans l'arsenal ont été finalement relativement limitées, bon, à part l'incendie des cuves qui font quand même 25 morts, tout un ensemble de drames dès juin-juillet 1940. Très rapidement, il n'y a pas que les installations militaires, c'est tout l'espace public. Tous les hôtels sont réquisitionnés pour loger les équipages. Deux, 3 jours après l'arrivée des Allemands, c'est un petit groupe de 5 ou 6 Allemands qui sont venus dans le restaurant de ma mère. Et puis, qui ont demandé une omelette. Ils n'avaient pas mangé d'œufs depuis pas mal de temps, ils voulaient manger une omelette. Ma mère leur a fait une omelette. Et puis j'ai remarqué qu'elle mettait là-dedans un peu de lait, de l'eau. J'avais jamais vu faire une omelette comme ça, moi. Enfin, ils avaient l'air contents. Ils sont revenus le lendemain. Je crois que ma mère a dû mettre encore plus d'eau dans l'omelette et ils ne sont jamais revenus. Ils passaient en voiture ou à pied. Il fallait naturellement, faire attention à ce qu'on faisait vis-à-vis d'eux et ce qu'on disait. Il y a des jeunes, quelquefois, quand ils pensaient qu'ils leur crachaient dessus, ils étaient arrêtés. Ils ont fait vite de mettre des affiches en allemand avec l'interdiction de faire ceci. Et puis le couvre-feu. Il fallait que toutes les fenêtres, tous les volets, le soir, pas un ray de lumière ne sorte des maisons. Il fallait que tout soit bien clos. Pour un petit trait de lumière qu'on voyait, les gendarmes avec leurs plaques allemands et leurs chiens sont montés avec perte et fracas après à tuer tout le monde, quoi. Quand on les voyait arriver, on avait très peur. Et là, ils étaient très secs, ils avaient un air méchant. On ne pouvait rien dire. Et si on disait un mot, ils avaient tout de suite l'arme au poing. C'était... Vous me faites remonter des souvenirs terribles, là. Ils passaient souvent dans les rues. Et ce qui m'a frappé, moi, et qui me reste en tête, c'est le soir, le bruit des bottes quand ils faisaient leur ronde pour voir s'il y avait des gens. Il devenait de moins en moins sympathique. J'ai des souvenirs de la file de gendarmerie qui nous arrêtait quand on faisait du vélo dans des conditions qui ne leur plaisaient pas. Un jour, on était à bicyclette, mon mari me poussait un peu parce que j'avais été fatiguée. On rencontre une équipe d'Allemands, les Fels gendarmes, et ils nous ont donné une amende, ils nous ont fait payer parce que mon mari me poussait. À l'époque, les vélos devaient avoir une plaque. Une petite plaque en métal et il y avait là-dessus votre nom et votre adresse. Tout de suite, ce sont les mêmes mesures que partout sur le territoire national, changement d'heure, interdiction d'avoir des armes, couvre-feu, etc. Donc les contraintes de l'occupation. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des tickets pour toute l'alimentation, parce qu'il n'y avait plus grand-chose. Tout ce qu'ils ont pu vider, ils ont vidé. Les Allemands, surtout les 2 premières années, ils avaient de l'argent et ils achetaient toujours en payant les commerçants. Et les commerçants, ils appréciaient parce qu'ils vendaient de la marchandise. Le commerce, c'est le commerce. Ma sœur devait travailler dans un magasin de chaussures. Et maman travaillait de bonne heure. Elle commençait à 8h le matin. Donc moi, je me rappelle, c'est moi qui allais faire les queues à 2h du matin pour aller chercher le pain, pour aller chercher le beefsteak de cheval sur l'Orient, pour essayer d'avoir à manger. Moi, j'étais petite.
Donc quand ça ouvrait, ben, il fallait que ce soit le premier qui soit servi. Je hurlais pour me faire entendre. On était 3 enfants. De ce fait, mes parents avaient la priorité dans les commerces. Alors s'il y avait une queue, par exemple, de 20 personnes pour acheter un morceau de viande, ma mère sortait sa carte de 3 enfants et elle passait avant tout le monde. Alors évidemment, ça faisait de la discorde. C'était du pain qu'on avait au compte-gouttes, hein, puisqu'il fallait attendre dehors que le boulanger fasse son pain. C'était du pain fait avec la farine de maïs. Maintenant, ça s'emploie beaucoup, mais à cette époque-là, non. Mais le pain, quand on le coupait, on aurait pu mastiquer les carreaux. Mais à 14 ans, vous savez, hein, on a l'appétit quand même, parce qu'on n'avait pas grand-chose à manger. Ah non, même que l'école faisait le nécessaire pour nous nourrir. C'est à partir de là, nous avions de la gale partout. Si bien que ma mère, elle est dans une pharmacie, elle vous prenait une pommade spéciale pour adoucir un petit peu les crevasses et tout ça qu'on avait. On avait la gale, des poux, des puces et des poux de corps. Parce qu'il y avait des puces dans les lits, mais on avait les poux de corps sur les tricots de corps. On est les poux, c'est pas le même. Hein. On était bouffés avec ça. On était privés. Et puis, on était privés de liberté aussi. Hein. Moi, je me souviens d'une petite anecdote. J'avais la rougeole. Alors, j'étais donc couché et je me lève. Je ne regarde pas la fenêtre parce qu'il y avait des Allemands, rue Paul Guès, qui défilaient au pas cadencé en criant « Ali, allô hein, Ali, allô !» Et puis moi, je criais « Bande de salauds !» Le Troisième Reich est installé pour très longtemps. Et donc le citoyen qui se retrouve face à cette présence écrasante voit sa vie quotidienne totalement bouleversée et n'a guère que son libre arbitre pour juger véritablement de ce qui se passe vraiment. Donc on peut considérer que beaucoup de choses lui échappent, d'autant plus que tout est fait pour l'orienter vers l'évidence de la supériorité de l'occupant. Je travaillais à l'Arsenal jusqu'en 1942, où nous sommes partis en Allemagne avec le STO. Nous avons été rassemblés, on nous a fait un grand discours en disant que si nous n'allions pas en Allemagne, on aurait pu mettre nos parents en prison. Alors évidemment, nous étions célibataires, on a choisi l'autre solution, quoi, d'y aller, quoi. Et nous étions 240. Quoi. Ils ont réquisitionné les gars de l'Arsenal et puis ils les ont amenés là-bas dans des wagons. Enfin, on a pris le train à la gare. Et on a mis 2 jours pour arriver à Wesermünde. C'était un chantier maritime. Ils construisaient des cargos, des petits cargos, des sous-marins. Nous étions à 12 par baraque. Il y avait un poêle au milieu, comme à l'école, avec un peu de bois pour allumer. Et il n'y avait qu'une caisse avec des briquettes. Il y avait que ça, autrement il y avait la cantine. Nous avions un repas par jour. Le soir, et une boule de pain tous les 3 jours. C'est pas merveilleux. Hein. C'était une vie à peu près normale, quoi. On allait au travail, on revenait. Au chantier, j'étais charpentier fer, mais je faisais le découpeur. Nous commencions à 8 h et on s'arrêtait à 6 h. On était assez libre. On pouvait se promener à droite et à gauche. On faisait du sport le samedi, du basket, du foot. On avait gagné le derby de Pâques.
faisait des matchs défendus, mais on faisait dans la baraque quand même. On pensait entre nous, on rigolait, quoi. C'était sympa. En 1941, mon père est resté malade, plus de paye, plus d'argent. Alors j'ai quitté les forces allemandes. Je suis parti à l'Arsenal travailler avec les Allemands. J'étais ajusteur-tourneur. Il fallait gagner la croûte à la maison, hein, il n'y avait plus d'argent. Je suis rentré à la maison un jour et il y avait une convocation, il fallait que je me présente car c'était pour partir au STO. Mais j'avais que 17 ans. J'ai été reçu par une dactylo française qui m'a dit avec un gros sang-froid, eh ben, c'est malheureux si les célibataires vont pas remplacer les pères de famille. Chose que dans ma tête, j'ai pensé, si ça te plaît tant que ça, t'as qu'à y aller. Dans le cadre des tractations avec le régime de Vichy, il y a des demandes de plus en plus importantes pour obtenir de la part du régime de Vichy l'envoi en Allemagne de travailleurs qui vont remplacer le soldat allemand qui, pour la propagande allemande, se sacrifie pour la liberté des peuples européens qui donc du coup peuvent bien se permettre d'envoyer leurs enfants travailler au bénéfice de l'Allemagne. J'ai été mis en contact avec l'officier allemand. Il a vérifié mes papiers et il m'a dit au bout d'un moment, bon, vous allez avoir un sursis jusqu'à vos 18 ans. Au moment que j'allais franchir la porte, il m'a interpellé, monsieur. Il m'a dit, si vous ne vous présentez pas dans le délai, le 30 juillet, vu votre date de naissance, les autorités allemandes prendront des dispositions auprès de votre famille. Naturellement, comme le temps, on ne peut pas arrêter le temps, le 30 juillet, un jour est arrivé. Là, je suis parti, j'avais un grand-père qui était à Pluméliau. Je suis parti passer 10 jours chez mon grand-père à Pluméliau. Je suis réfractaire au STO du fait que je n'ai pas été. C'est la mairie qui recevait les convocations de ces jeunes. J'étais simple employé à l'état civil. J'ai pu établir des faux papiers, des fausses cartes d'identité. Si bien que ces jeunes qui étaient devenus réfractaires du fait qu'ils n'avaient pas répondu à ces convocations, qui n'avaient pas accepté d'aller travailler en Allemagne, étaient obligés de ne pouvoir pas rester chez eux, étaient obligés d'aller ici ou là dans les campagnes, chez les paysans qui voulaient bien les recevoir, les accepter, les héberger, ou aller dans la famille qui se trouvait ici ou là en France, quoi. En 1941, j'ai quitté l'école, j'avais 17 ans, et j'ai été embauché dans une équipe à l'Arsenal. Je ne sais pas pourquoi, dans cette période troublée, on a décidé qu'il fallait refaire un plan de l'Arsenal, probablement à la demande des services allemands, parce que les plans de l'Arsenal qui existaient étaient largement dépassés par les constructions et les démolitions qui avaient été faites entre les deux guerres. Nous avions un sextant, des jalons, etc., tout un matériel de levée de plomb. Chaque soldat allemand ou chaque marin allemand qui nous voyait avec tout ça pensait que nous prenions des photos dans l'Arsenal. Alors là, ça commençait nos malheurs parce qu'on se retrouvait embarqués. Bien que nous ayons des laissez-passer et des autorisations bilingues, alors on nous relâchait au bout de 2 heures, 3 heures, ça dépendait. Jacques Stoskopf, c'est un ingénieur du génie maritime, donc qui est chargé des constructions neuves à l'Arsenal au début de la guerre. Il faisait le tour des bassins, il se promenait les mains derrière le dos et il disait de relever les numéros des hélices des bateaux. Parce que les Allemands, s'ils avaient un sous-marin de coulée, il était basé à Lorient. Ben, ce qu'ils faisaient, ils changeaient l'étiquette qu'ils mettaient dessus, là. Hein? Et il rentrait le sous-marin. Alors on dit, tiens, il est bien, c'est le même. Mais c'est pas vrai, il avait été coulé, mais il mettait sur un autre qui était parti de Brême pour le remplacer et tout ça.
Et avec les numéros des hélices, il savait. Donc assez rapidement, de par sa connaissance de la langue allemande, il a une montée de responsabilité, donc il devient l'adjoint du directeur de l'Arsenal, donc sous-directeur à Lorient. Son domaine d'intervention, c'est le soutien apporté par l'Arsenal au fonctionnement des sous-marins allemands. Au-delà de l'image et de la façade, il a été au cœur d'opérations de résistance et d'enseignement. Puis un jour, il disparaît. Donc on apprend qu'il a été arrêté le 21 février 1944. Avant la mise en service de la base, les sous-marins venaient dans l'arsenal. Ils accostaient au quai du Péristyle et à chaque fois, il y avait une cérémonie avec des jeunes Allemands et des bouquets de fleurs pour accueillir les équipages qui rentraient. C'est clair que Lorient devient, notamment pour l'occupant, un théâtre de la guerre de propagande. Parce qu'on va mettre en valeur l'arrivée des sous-marins, leur départ, les retours victorieux. On va mettre en valeur la dimension cyclopéenne des chantiers. On va mettre en valeur les visites de tous les hiérarques. Todt vient 9 fois à Lorient, Speer vient aussi, enfin, les grands chefs des armées viennent. En gros, à part Hitler et Goebbels, tout le monde est venu. Rien ne peut se faire sans l'autorisation préalable de l'occupant. La moindre entreprise industrielle ne pourra travailler que si elle le fait au bénéfice de l'occupant, ainsi de suite. Dans le cadre des clauses de l'armistice, la France supporte les frais d'occupation de l'armée allemande en France. Donc les grandes installations qui vont se mettre en place dans l'Arsenal ou à Quiroman sont payées par les Français. Pour nous, qu'est-ce que c'était la construction de la base sous-marine? C'était un grand éclairage, jour et nuit des sonnettes à enfoncer les pieux dans la vase pour faire les assises, et après le coulage des premiers blocos. On était très étonnés à l'époque que les Anglais ne viennent pas bombarder la base pendant qu'elle était en construction. Les Anglais réagissent très vite, puisque les premiers survols aériens, c'est dès juillet-août 1940, en pleine bataille d'Angleterre, alors que les Anglais sont acculés, ils envoient des avions et les bombardements dès septembre 1940. Donc cette période de la guerre ancre paradoxalement l'Orient dans les opérations. La cible proprement dite que sont les sous-marins, avec cet énorme emballage de béton qui va commencer à se construire à partir de février 1941 sur Quiroman ou à la petite base du Scorff, ne peut fonctionner sans l'apport du reste du territoire. Et ce territoire, il devient complètement segmenté. Il y a des zones interdites, il y a les problèmes de la défense du littoral, il y a l'installation d'une défense anti-aérienne, il y a toute l'occupation finalement, avec l'arrivée du double, en gros, de la population lorientaise. Il y a le même nombre de gens qui viennent que de gens qui habitaient préalablement sur place. Tout ça pour construire les installations, faire fonctionner la machine de guerre. En fin 1942, on a quitté l'Arsenal, on a été transféré à la base des sous-marins. J'ai été mis dans un magasin, et dans ce magasin, on réceptionnait des marchandises. Ce qui fait qu'un jour, un camarade est passé par là, on avait reçu des perceuses Peugeot, il m'a demandé une, je lui ai donné. Il s'est mis à travailler avec dans son atelier, il s'est fait attraper. Quelque temps après,
Les Allemands sont venus me chercher, 2 policiers allemands sont venus me chercher pour m'envoyer au poste de police. Et là, il était là, le collègue, en pleurs, en disant « Dis que c'est toi qui m'as donné parce qu'ils vont envoyer nos parents en Allemagne. » J'ai dit que c'était moi qui avais donné. J'ai été ensuite envoyé à l'Arsenal et j'ai passé la nuit au pied de la tour de la Découverte, dans une cabane en compagnie d'un chien. Le lendemain, on m'a libéré. Je suis parti, naturellement. Je ne suis jamais retourné à la base. Je ne suis pas retourné à la base, j'étais renvoyé, c'est sûr. Au fur et à mesure que la guerre avance, ça devient de plus en plus risqué, de plus en plus difficile d'avoir une attitude et un comportement personnel cohérent. C'était plus fort que moi. Quand je voyais un Allemand, je devenais folle. J'avais mon frère qui était prisonnier en Allemagne, mon fiancé aussi. Toute la vie française était pratiquement arrêtée. Le petit démarrage qu'il y a pu y avoir après, c'était du travail pour les Allemands. Il faut préciser que la plupart des gens qui étaient dans le secteur travaillaient pour les Allemands. Les ouvriers qui travaillaient pour l'organisation TOT étaient payés. Tout le monde connaît la base de Caraman, avec l'épisode de la bataille de l'Atlantique. On connaît aussi la base de l'Anvoué. À l'époque, c'était Carlin Bastard, créé par les Allemands, créé de toutes pièces, à partir d'un simple terrain d'aviation de 40 hectares. Ces 40 hectares sont devenus 1000 hectares en 1941, avec des pistes bétonnées, des infrastructures en béton. Tout cet ensemble, donc base des sous-marins aérodromes, devait être défendu contre les incursions de bombardiers américains et anglais, qui avaient choisi l'Orient comme cible prioritaire. C'était un ordre de Churchill, il fallait bombarder l'Orient pour tenter d'endiguer la maîtrise des mers par les U-boats. L'enjeu, il est pour les Allemands de détruire un maximum du trafic entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, ou le reste du monde d'ailleurs. Et donc cette capacité à interrompre les flux logistiques, elle est vitale. À quasiment aucun moment pendant la guerre, il n'y a eu de coordination stratégique entre les opérations allemandes et les opérations japonaises, sauf l'échange de 5 sous-marins venus du Japon, dont 2 sont allés à Brest et 2 ici, donc c'est très peu de choses. J'ai vu le sous-marin japonais rentrer au Palestine, avec tous les pieds japonais. Nous avions un mouvement de bassin, au bassin 1. Alors c'est juste à côté, on les a vus arriver, tout habillés en noir. Ils avaient un sacré sous-marin, un peu comme le Surcouf, comme le nôtre. Ils avaient 2 canons à l'avant et un hydravion derrière. Cette fois-là, ils ont rentré le sous-marin japonais à la petite base. C'était tellement grand qu'il débordait à l'extérieur. Sur le Chalon, on allait dans les alvéoles. Et je me souviens qu'un jour, il y avait un bateau. Ça devait être des Japonais parce qu'ils étaient petits, des petits bonhommes. Notre père et ma mère, ma sœur et moi, on vivait sur le bateau, comme on vivait dans la maison. Mon père était sur le Chalon, il était réquisitionné. Il ne pouvait quitter le Chalon que quand il y avait un Allemand qui était sur le Chalon. C'était travailler pour eux ou que mon père parte en Allemagne. Donc il a quand même préféré rester sur le bateau. Ce qui est devenu une ville allemande, un ensemble d'installations inextricables où vous n'avez plus d'espace public, vous n'avez plus d'espace privé, vous n'avez plus d'espace militaire, vous n'avez plus d'espace civil. C'est une sorte d'organisme qui, vu à 10 000 pieds d'ailleurs, est assez limité. Donc c'est ça qui doit être détruit. Et du coup, la ville elle-même devient un objectif stratégique dans son ensemble, quelles que soient ses composantes. Et c'est ce qui est détruit à partir de la décision du 13-14 janvier 1943 jusqu'en mai. Les Anglais bombardaient le jour et les Américains la nuit. Moi, je me rappelle d'un bombardement, je tremblais comme une feuille. On était debout dans le couloir et on entendait les bombes siffler et on se disait pourvu que ça ne soit pas pour nous. Et elle tombait à 20 mètres, 50 mètres, la bombe. Et le lendemain, ça recommençait le bombardement. Tous les jours, on avait le droit au bombardement.
tentatives de bombardement de précision avec des bombes de gros calibre qui ont eu lieu notamment en octobre 1942 ont montré que dans leur état du moment, elles n'étaient pas destructibles par les moyens existants. J'ai vu la bombe tomber, qui a manqué de traverser. J'étais dessous. Et une poussière épouvantable. Parce que toutes les portes étaient fermées et tout ce qui s'ensuit. On ne pouvait plus respirer. Et la bombe avait manqué de traverser. La ferraille était comme ça, sortie. J'ai été voir là-haut, même il y avait un trou comme ça. Il y a, du début de la guerre jusqu'à la fin de 1942, un renforcement parallèle des moyens des belligérants qui font qu'il y a de plus en plus de sous-marins et qu'il y a de plus en plus de moyens de s'opposer à eux. Et ce paroxysme-là aboutit fin 1942, début 1943, à une situation où chaque boxeur sur le ring est à moitié sonné et où tous les moyens deviennent bons pour l'emporter. Lorsqu'ils sont rentrés dans le village, ils sont allés installer tout de suite une batterie de DCA dans les céréales. On avait du blé qui était haut comme ça à l'époque. Oh, ils s'embêtaient pas. Hein. On récupérait les éclats d'obus quand on tirait sur les avions anglais et qu'on donnait aux Allemands. Et on avait des chocolats avec eux. On les trouvait pas méchants. Ils nous donnaient des chocolats. Lorient a été ceinturé par une vingtaine de batteries de DCA. Sur le site du Cosqueric, il y avait une batterie de DCA. Alors pourquoi ici? Parce que nous sommes sur une hauteur. Donc nous sommes sur un des points les plus hauts de la mer. Chaque batterie comportait 4 ou 5 canons, des radars, des projecteurs. Il y avait environ, par batterie, il y avait 120 militaires, tous rattachés à la Kriegsmarine. Les hommes qui étaient ici, dans toutes les batteries de DCA du secteur de Lorient, sont restés pratiquement tout le temps de la guerre, n'ont pas été mutés sur le front de l'Est. Il y avait plus de danger de recevoir des éclats d'obus de DCA sur la tête que des éclats de bombes. Ça faisait du bruit et le lendemain on ramassait les éclats d'obus. Et j'ai rencontré un monsieur il n'y a pas longtemps qui me disait on faisait collection d'éclats d'obus. On considérait que c'était une collection comme une autre, qu'elle était significative de cette époque de guerre, et c'était à celui qui aurait le plus bel éclat. Les bombardements étaient dangereux, naturellement, mais c'est surtout après aussi, parce que là, il restait quand même des bombes non éclatées et des bombes incendiaires non éclatées aussi, qui traînaient un peu partout dans les champs quand les cultivateurs travaillaient leurs terres, par exemple. C'était dangereux pour tout le monde à cette époque-là. Mais pour les enfants encore plus, parce qu'ils ne se rendaient pas compte de ce que c'était. Ils s'amusaient avec et c'était bien souvent l'accident. Pour les bombes incendiaires, je me rappelle avoir mis des bombes incendiaires, faire des feux avec des bombes incendiaires, et j'en ai eu une qui avait explosé. Je vois aussi là les éclats de bombes qui étaient dans l'air, et je vous dis que j'ai dû gagner là mon record de 100 mètres. J'ai jamais couru aussi vite. Avec un petit copain, en se promenant dans les champs et en s'amusant, ils ont trouvé une bombe incendiaire et ils se sont amusés avec. Ils ont jeté une pierre dessus. Et mon frère, qui était plus près donc, de la bombe incendiaire, a été déchiqueté, quoi. Donc à la suite de ça, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait rien, il y avait même peu de médecins à Lorient. Hein. Et il avait été conduit à l'hôpital à Pontivy en charrette pour se faire soigner. Mais voilà, il n'a pas résisté, hein. Il est décédé bien avant. Les canons avaient une portée de 10 000 mètres, avec des obus dans lesquels il y avait des minuteries. Le but de la manœuvre, c'était de faire éclater des obus à proximité des avions,
de manière à ce que ces éclats déchirent les fuselages, mettent le feu aux avions, tuent les hommes malheureusement. Il suffit d'aller au cimetière, dans le cimetière de Guidel, il y a un carré militaire, il y a 120 tombes d'aviateurs anglais. Sitôt qu'il y avait par exemple un clair de lune, on savait qu'il y allait avoir des alertes. Et on savait que c'était les Anglais ou les Américains qui venaient par vagues. On les entendait de loin. Les Anglais croyaient qu'après avoir mitraillé le poste Bisson, ils avaient le chemin libre pour aller jusqu'au-dessus de l'Arsenal. Ils passaient donc au-dessus de la place Alsace-Lorraine et là, ce canon de DCA volante pouvait les mitrailler. Quelquefois, on avait 13 alertes dans une nuit. On ne savait plus où aller. Quand il fallait se lever en pleine nuit à cause d'une alerte comme ça, moi, au lieu de prendre la porte de sortie, je prenais aussi bien l'armoire pour rentrer dedans, hein, parce qu'on ne savait plus où on était. La peur qu'on avait, qui existait et qui était communiquée même par les adultes. Sur la route, on courait et on pleurait. Un jour, on était passé à côté d'un immeuble. Ça, je vous rappelle, il y avait des gens qui hurlaient dedans. Et on n'avait pas le droit d'approcher. Ça devait être une bombe explosive. Tant que la maison était explosée, elle n'avait pas brûlé. On n'avait pas le temps d'arriver à l'abri que les bombes tombaient. Nous, on jouait. On se faisait disputer parce que les gens n'avaient pas envie de rigoler. Mais nous, les gamins, bon ben, on n'entendait plus rien. Que quelquefois la lumière qui était dedans, qui s'éteignait à moitié. Quand ça devait tomber à côté. Ma mère avait une valise. Ils mettaient leurs papiers dedans. Ils emmenaient un petit peu de linge. D'abord, ce qui a sauvé, parce que quand on est sorti de l'abri, il n'y avait plus de maison. Et c'est là qu'on est parti dans la Mayenne. Il y avait une panique qui ressortait de tout ça. Les gens étaient affolés, les gens voulaient trouver un moyen pour partir. Parce que c'est bien de partir, mais les gens voulaient prendre leur maison sur le dos, si je peux dire, ou leurs meubles. On fuyait, quoi. On fuyait, c'était vraiment la débandade. La destruction de la ville, elle a pour objet l'évacuation de la quasi-totalité des habitants qui n'ont plus les moyens matériels de résider sur place et dont la justification, quelque part, de rester là au bénéfice de la machine de guerre allemande s'estompe, heureusement pour les Alliés, mais qui du coup les rend vulnérables à une tentative de récupération pour les envoyer en Allemagne ou ailleurs. C'est une des ruptures majeures qui fait se transformer la relation à l'occupant et le positionnement des uns et des autres dans l'engagement, notamment dans la résistance. L'engagement dans la résistance devait venir fatalement. Ayant un poste de TSF, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque, on écoutait la radio Londres, bien entendu, et on était anti-allemand. Et puis il y a eu les résistants dans l'esprit du début. Tout le monde avait repris son travail, les enfants allaient à l'école, les commerçants continuaient à commercer. La vie était devenue normale, sauf qu'il y avait des tenues vert de gris qui se baladaient de temps en temps et qui nous faisaient rappeler qu'on était occupé. On travaillait deux dans la base, à côté du sous-marin qui était en réparation. Mais j'ai surtout travaillé plus sur les camions. J'ai travaillé avec deux mécaniciens pour la boîte de vitesse qui ne fonctionnait pas. Et au moment qu'il m'a demandé un tournevis, je l'ai lâché. Il a fallu quand même 3 jours à 3 pour sortir le tournevis. Bon, c'était pas grand-chose naturellement, mais tant que je pouvais les embêter, et c'était pas ce mot-là, c'est exactement que j'employais, et bien je le faisais.
Die Feldgendarmen waren ja an und für sich die Polizei innerhalb unserer Truppe. Und wir haben sie erkannt, da hatten die ein Metallschild umhängen. Und wenn wir in Urlaub gefahren sind oder die haben auf den Straßen kontrolliert, wir mussten um 10 Uhr in unserer Unterkunft sein, dann sind sie gegen uns natürlich auch gewalttätig vorgegangen. Also sie waren nicht besonders geachtet bei den Polizisten und das kann man sich vorstellen, dass es den Zivilisten auch nicht anders. Es sollen dadurch, das habe ich natürlich erst alles viel später erfahren, es sind durch die Feldgendarme Gräueltaten geschehen. Sie haben rücksichtslos gewütet mitunter unter Zivilisten, wahrscheinlich auch Erschießungen vorgenommen, aber das habe ich alles erst viel später erfahren. Il y a plusieurs méthodes de répression. Les premières méthodes ont été les prises d'otages, puis l'exécution d'un certain nombre d'otages, mais notamment les réactions de la population aux fusillades de Chateaubriand ou autres, ont rapidement montré qu'aux Allemands, ce n'était peut-être pas forcément la solution, d'où la substitution aux exécutions annoncées par placard et tout de la déportation. La logique nuit et brouillard, ou l'exfiltration, l'envoi vers l'Allemagne, pour soit être mis dans le système concentrationnaire au service de la machine de guerre allemande, soit être exterminé dans des conditions plus discrètes, et laisser peser l'interrogation sur le sort des gens. À partir du moment où j'ai été arrêté, jusqu'à mon retour à la maison, ils n'ont jamais eu de mes nouvelles, mes parents. Jamais. Je ne savais pas ce que je devais. J'étais devenu vivant ou mort. Le 7 février 1944, j'ai été arrêté chez moi à 6h30 du matin par la Gestapo et 2 militaires en armes. Cette arrestation avait eu lieu, bien entendu, sur dénonciation. On nous a conduits à Rennes, à la prison Jacques-Cartier. Un jour, les Allemands décident de nous envoyer ailleurs. Et on arrive à la gare où un convoi nous attend. On monte. Comme on n'allait pas assez vite, toujours le laus, des coups de pied, des coups de crosse, là ça a commencé. C'est là qu'on a appris à connaître ça, à recevoir ces coups, qu'on a connu la méchanceté de ces gens-là, des SS. Sur chaque wagon, à Bastio, on avait écrit 40 hommes ou 8 chevaux. Nous, on nous avait monté là-dedans. En général, il n'y avait jamais moins de 90 personnes. Ça pouvait aller jusqu'à 100. Il y en a beaucoup qui sont morts par piétinement. On ne pouvait pas, finalement, il aurait fallu qu'on reste là, sans bouger, à l'endroit où on se trouvait. Comme des sardines entassées, ou des porcs, des bêtes. Ben voilà comment nous étions. Avec cette différence, c'est qu'on ne voyait pas l'extérieur. Tous les parois étaient bouchés, avec des fils de fer barbelés pour nous empêcher d'approcher, de se coller à ces lucarnes pour avoir un peu plus d'air. Au bout d'un certain temps, 2 jours et 2 nuits à peu près qu'on a passé comme ça dans ce voyage. Pas d'eau, rien à boire. Il n'y a rien de pire que la soif. J'ai vu plusieurs gars parmi nous boire de l'urine. D'autres, quand ils pouvaient approcher d'une paroi du wagon, on léchait, parce que par la condensation, les parois étaient humides, quoi. Alors, on léchait. Ça ne donnait pas grand-chose, mais alors le fait de passer la langue, ça me... J'étais français, j'étais un politique, ça voulait dire déporté, détenu politique,
français. Voilà ce qu'était un homme qui entrait dans un camp de concentration. Hein, il devenait comme ça une chose, quoi, avec comme ça. Il n'y avait pas de nom, Robert Pourchasse, je ne connaissais pas. Et 34 127, c'était moi. On arrive là, accueillis par des SS, accompagnés de chiens, des bergers allemands, dressés pour mordre et pour être... Alors, bon, on descend, toujours les mêmes mots. Et gueuler, parce que les SS, c'était des gueulards. Ça, c'est... on sentait la méchanceté dans la voix. Hein. Un camp, c'était d'abord un immense terrain, hein, 65 hectares pour le camp de Neuengamme. Il était entouré de fils de fer barbelés, électrifiés, et des miradors tout autour du camp. Et à l'intérieur de ce camp, des constructions. Il y avait des usines d'armement. Ce qui avait de plus important à Neuengamme, c'était la briqueterie. La main-d'œuvre des camps de concentration était gratuite. On nous arrêtait quand ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils allaient en chercher par des arrestations, des rafles. Les SS vendaient, louaient son personnel. On n'était plus des hommes, là. On devenait des bêtes. Au travail, c'est les bêtes de somme. Ouais, il y a eu beaucoup de morts causées par des maladies, le typhus, la dysenterie, la tuberculose. La mort, elle rôdait, elle était partout, la mort, partout, même dans le lit. On sentait une odeur particulière dans l'air, c'était l'odeur de la chair brûlée. Ça fonctionnait tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y avait tellement de morts. Il y avait des détenus, des déportés désignés à cela, ils avaient des pinces plus longues que la table ou aussi longues que la table, et puis ils fixaient le détenu mort et ils le traînaient jusqu'au four crématoire comme ça, à 2 ou 3. Et on apprend le débarquement, dans la nuit comme ça. Alors, les cris, débarquement a eu lieu, débarquement a eu lieu, c'est le 6 juin. Le fait d'apprendre ça nous a donné un peu plus de morale. On a cru que, par ce débarquement, que la guerre finirait plus rapidement. Le 6 juin, les chefs de la résistance ont appelé un certain nombre de résistants à prendre le maquis. Alors prendre le maquis, c'était s'installer dans des fermes ou ailleurs, si on avait des tentes, les fermiers qui nous faisaient subsister, et avec pour mission de faire du sabotage, c'est-à-dire détruire le plus possible les voies de communication de l'ennemi et les gêner dans leur mouvement, le cas échéant. Cette période a duré du 6 juin à la fin de juillet. Ça a été notre mission la plus importante. Mais aussitôt, on a eu des ordres d'attaquer dans tous les sens. C'était toutes les nuits, c'était des poteaux électriques, c'était des câbles, c'était faire sauter ceci ou cela. Si la résistance n'avait pas été là, il n'aurait pas pu débarquer. L'annonce du débarquement permet à tout un ensemble de forces qui se sont structurées, tous ces gens-là avec des références idéologiques ou des tactiques un peu divergentes, ont fini par se coordonner et avoir une logique d'unification dans les forces françaises de l'intérieur et sont, avant même juin 1944, en situation
d'intervenir pour participer à la libération qui se joue en Normandie. On n'avait pas d'armes, ou très peu. On avait des armes de poing et on avait 2 mitraillettes. Le 30 juillet, nous avions reçu des armes par parachutage et ces armes étaient capables de faire mobiliser des centaines de combattants. Les forces allemandes vont être usées progressivement sur le front de Normandie, mais en arrière du front, pour pouvoir maintenir leur ligne logistique, leur soutien et autres, elles vont lancer des opérations contre la résistance extrêmement violentes. Et la résistance elle-même va avoir plusieurs stratégies. Donc la stratégie des grands centres mobilisateurs comme à Saint-Marcel, à la ferme de la Nouette, qui fait venir converger pour de l'armement des centaines ou des milliers de personnes. Quelle que soit leur bonne volonté ou l'encadrement des parachutistes, n'ont pas les moyens de s'opposer à des troupes organisées. Et donc, on a des colonnes infernales qui traquent la résistance dans la campagne. Quand on est arrivé, Guémené était cerné. Ils se sont arrêtés. Ils ont fait une halte. Il y avait un grand champ qui nous séparait de cette route. Et nous étions dans la ferme à côté, quoi, la plus proche. Et les patriotes sont venus les attaquer. Ce qu'ils n'auraient pas dû faire parce qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant. Donc quand ça a commencé à tirer, on n'a pas eu le temps de cavaler à travers la campagne. Il y avait du tir de partout. Donc on s'est arrêté dans un talus. Et puis on est resté caché là-dedans. L'eau de vie pendant la guerre nous a tenus debout. À Sainte-Tréfine, on achetait de l'eau de vie et j'étais à la porte en cas qu'un camion passe. Si un camion passait, automatiquement c'était des Allemands parce qu'il n'y avait pas beaucoup de camions en français qui circulaient. Et quand j'ai jeté un coup d'œil dehors, qu'est-ce que j'ai vu? Les Russes blancs. Les Russes blancs défilaient depuis un moment, il y en avait à peu près 1 millier d'un côté puis 500 de l'autre. Et tous les 4 on est sortis. Et on a tiré nos chargeurs sur les Russes blancs et on s'en est sortis tous les 4. Les résistants de tous bords qui ont immensément facilité la progression des armées américaines vont se retrouver confrontés, notamment devant l'Orient, à des forteresses. Une forteresse qui a été construite de par tous les investissements de la machine de guerre allemande depuis juin 1940 et qui, pour être attaquée et prise, réclame des moyens militaires que les Alliés préfèrent mettre ailleurs et que les gens de l'Orient qui ont été évacués n'ont pas. Début août, le 7 août 1944, des échanges d'artillerie et quelque part un coup d'arrêt donné par l'artillerie allemande aux forces américaines et aux résistants qui les accompagnent, qui ne peuvent pas entamer les positions allemandes et du coup ça va entraîner la création de la poche. À partir d'un certain moment, les positions n'ont pas du tout changé. Elles sont restées comme elles étaient jusqu'à la fin de la poche. On a pris position sur la rive droite de la Leïta, en vue d'un siège qu'on savait assez long. Moi j'étais à un bout, et mon camarade était à l'autre bout. Il y avait une trentaine de mètres qui nous séparaient, en bordure de l'estuaire. Hein, et bon, les heures passent, 2 heures, 3 heures, pas de relève. Et sur le coup de midi, on ne voyait rien venir. Bon, on nous a oubliés. Et peut-être s'est-on laissé aller, je ne dirais pas l'imprudence, c'était pas une imprudence, on s'est mis à parler. Et en parlant, on s'est rapprochés l'un de l'autre. Et on s'est trouvé un moment, comme vous et moi, là, derrière une haie de Troène. Et dans cette haie, il y avait un petit trou.
Et mon camarade a été aperçu par un observateur allemand qui a vu son brassard FFI, son fusil, et j'ai entendu tout d'un coup un coup de feu, mon camarade tressauté, suivi d'une rafale de mitrailleuse. Moi, je me suis plaqué à terre. Ça a duré une vingtaine de secondes, mais c'est long, 20 secondes. Les rafales ont cessé. J'ai vu mon camarade ensanglanté, il avait une balle dans la tête qui lui... Le premier jour que je suis partie à Lorient, on nous avait dit, on nous avait prévenu, faites attention parce que les Allemands sont dans les arbres, ils sont plus hauts que nous, donc ils nous voient. Alors faites très attention. Il y a eu peut-être 20 minutes qu'on venait de nous dire, il y a eu un tué. C'est moi qui l'ai arrangé un peu parce qu'il avait la bouche ouverte. Il avait reçu une balle boum-boum. Alors la balle, elle est rentrée par là et elle est sortie de l'autre côté derrière l'autre oreille. Et on appelait ça les balles boum-boum parce qu'elles éclataient à l'intérieur quand elle touchait le but, quoi. Quand j'ai rentré une fois les viscères d'un de mes copains dans son corps pour pouvoir le mettre dans le cercueil, eh bien, si vous n'êtes pas un homme le matin, le soir vous y êtes. On est parti pour Lorient, pour aider Lorient. Quand on est arrivé, on s'est arrêté à Cloarec-Ternoët. C'est le commandant qui était là, qui a commencé à pousser des cris quand il a vu qu'il y avait une femme. Il dit, mais ici, on n'a pas besoin de femmes. Ici, c'est pas la résistance, c'est la guerre. Quand on partait en patrouille comme ça, c'était assez difficile parce qu'il fallait faire attention que si les Allemands nous épiaient ou tout. Alors, on se parlait très peu, par signe. Parce que les Allemands n'étaient pas loin. Hein. Entre la ligne allemande et puis la ligne française, il y avait, je sais pas moi, un espace d'1 kilomètre, peut-être 2. On les avait encerclés, quoi. Les empêcher de sortir de la poche de Lorient. On ne s'accrochait pas souvent, mais quand ça accrochait, ça accrochait. Au printemps 1945, un dimanche, l'état-major demande à envoyer des gens en reconnaissance voir où étaient les lignes allemandes. Mais seulement les Allemands étaient plus malins que nous. Sur une colline, ils étaient sous le bas-côté. Donc tout ce qui se passait à l'horizon se voyait très bien. Et les gars de chez nous passaient donc par le haut. Et quand ils sont arrivés en bas, ils ont bien vu les lignes allemandes. Et ils allaient tirer dessus, mais les Boches ont tiré plus vite, quoi. Alors on a eu 2 gars de tués. On n'était pas armés quand même comme eux. Puis eux, ils nous attendaient. On dormait dans les fossés. On faisait des abris comme ça dans les fossés, et on dormait là-dessus. Pour la nourriture, on était bien nourris. La race américaine, c'était très bien. Parce qu'on avait tout, le café, le chocolat, les cigarettes, tout ce qu'il fallait. On me demande de faire l'observateur. C'est-à-dire d'être dans un arbre avec des jumelles, une table d'orientation, suivre le mouvement des troupes allemandes, quoi. Un jour, je vois une patrouille allemande, 30-40 personnes. J'étais le seul à les voir. Et il y avait du soleil que sur ce coin-là. Il y avait des plaques de brouillard. Je demande l'artillerie. Que là. Bon, je commençais à m'ennuyer, parce que les Boches s'approchaient quand même. Dans mon arbre, là, je suis une cible facile. Alors ils ont fait décoller le Mosquito, le petit avion de reconnaissance. Ils ont envoyé une rafale. Il n'y a pas eu de survivants. Il y a du coup un horizon qui se referme de plus en plus sur la survie du quotidien. Plus personne ne vit à Lorient que l'occupant.
ou des gens qui sont expressément autorisés de par leur fonction au service de la machine de guerre allemande, ou quelques irréductibles qui n'ont pas voulu partir pour garder la maîtrise de leurs biens et tout ça. Notre père disait, on gardera ce qu'on a et puis on restera là. Puis on n'avait aucun point de chute autrement. On ne savait pas où aller. Les Allemands avaient réquisitionné la maison de maître de mes parents et cette promiscuité a duré 5 ans. Au début, tout se passait bien, mais à la fin, les Allemands ayant besoin de subsistance, ne se privaient pas de spolier tous les agriculteurs qui étaient restés dans la poche de l'Orient. Après, bien sûr, les temps sont devenus plus difficiles et là, les Allemands ont exigé que les agriculteurs restent dans la poche de l'Orient pour assurer leur subsistance. Ce qui a valu, bien sûr, des ennuis à tous ceux qui sont restés pendant la guerre. On les a traités de pochards et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont venus chez nous pour nous prendre beaucoup de bêtes pour se nourrir à cette époque-là. Quand on est jeune, on est un peu insouciant. Bon, on a vu les parents malheureux, bien sûr, on les a vus souffrir. J'ai vu mes parents pleurer quand on venait leur prendre leurs bêtes. Voilà, parce que après, de 8 par exemple, il n'y en avait plus que 2. Hein. C'était quand même énorme aussi. Des chevaux, bon, on n'avait plus rien pour travailler. Pendant la poche, ils nous avaient réquisitionné les crémeuses qui étaient dans les maisons. Toutes les vaches du quartier étaient dans notre prairie pendant un certain temps. Et après, ils les avaient envoyées à la base sous-marine. Ils étaient relativement stricts avec nous, mais je me rappelle qu'un d'eux avait, pendant la poche, pris une poule à ma mère, qui avait été voir l'officier qui était là en disant vos soldats ont pris ma poule là. Et le malheureux soldat, il a été retrouvé. On nous a rendu la gamelle de poule avec du bouillon, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas mangé. Mais en plus, il a eu le droit de faire des manœuvres militaires avec tout le barda sur le dos. Il plongeait, il se redressait et tout ça au coup de sifflet. Il y avait l'entraide entre tous ceux qui étaient restés dans la poche. Ma mère tenait ferme. Donc, quand nous étions à la maison, on avait quand même à manger. Elle broyait du grain pendant la poche. Et on faisait de notre farine. Et elle faisait du pain. Quand on pouvait, on tuait un veau. Il ne faut pas que les Allemands tombent dessus, parce qu'ils les barbotaient. À la fin, les Allemands, se sachant perdus, beaucoup sombraient dans l'alcool. Donc ils devenaient un peu violents, menaçaient de tout casser ici. Donc les gens qui restent sont confrontés à cette violence et sont confrontés aussi à une présence de l'occupant qui, lui, il fait comme un rat, loin de chez lui, et a de gros problèmes de ravitaillement notamment. Also mit der Verpflegung war es sehr, sehr schlecht. Es wurde von Woche zu Woche wurden die Rationen gekürzt. Wir hatten zuletzt bloß noch 10 Mann ein Brot bekommen und diesem Brot, dem Mehl, wurde 5% Holzmehl zugebracht. Das war das Schlimmste, was wir hatten weiter nichts. Wir sind manchmal auf Kartoffelfelder, die schon 10-mal abgeerntet waren. Da haben wir mit dem Feldspaten gelegen und wurden unter Beschuss dauernd gestört und haben noch versucht. Und manchmal in einer Stunde hatten wir 4, 5 Kartoffeln noch gefunden. La vie dans la poche, c'est une zone de guerre. Il y a du danger qui est essentiellement des tirs d'artillerie qui vont monter en intensité et en puissance jusqu'à la fin, avec des seuils extrêmement importants qui vont harasser les Allemands, qui vont s'attaquer à toutes les infrastructures, par exemple les réseaux d'adduction d'eau, tout ce qui sert à la vie, qui n'a pas été démoli par les bombardements de 1943, va l'être lors des échanges de tirs de 1944 à 1945. Les derniers jours, j'ai senti qu'il se passait quelque chose parce que c'était calme, il n'y avait plus un bruit.
On se demandait ce qui se passait, on n'entendait plus les canons, plus d'avions. C'est là qu'on a appris que la guerre était finie et c'était formidable, quoi. En 1945, nous sommes rentrés sur l'Orient. On est arrivé en haut de Cariado. Nous sommes descendus. À partir de ce moment-là, surtout à Cariado, il y avait des civils qui étaient avec des fleurs et puis du shit. Le 10 mai 1945, donc nous sommes allés rue de Belgique, acclamer les militaires français qui arrivaient. Et par la suite sont arrivés les Américains. Et quelques jours après, ils sont venus dans le village. Et là, alors, on les a accueillis, bien sûr. Et ils nous ont donné du chewing-gum aux enfants et puis des bas de soie aux gens plus âgés, aux jeunes filles, aux femmes. Tout le village était heureux. C'était la délivrance aussi, hein. On les a eus. J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hurrah. Et dans l'armée Leclerc, je chanterai cet air plein d'espoir, de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier. Mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi les casques en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip, 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 en criant hip, 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 hurrah. Les Allemands sont faits prisonniers, rassemblés, les armes déposées, tout un ensemble de dispositions prises. Et la journée se termine officiellement à 16h à Caudan, dans un champ juste derrière le bourg, entre les positions de Querriot et le bourg. Un espace disponible et sécurisé pour la mise en scène de la reddition qui marque très symboliquement la fin des hostilités, le retour à la souveraineté et la fin de la guerre pour les Américains. Le 10 mai, quand ça a été la libération de l'Orient, nous sommes rentrés naturellement à Lanbiwe pour garder les prisonniers. Ça défilait, 25 000 bonhommes, ça fait quand même beaucoup. Wir hatten gar kein nichts, es war überhaupt nichts da. Wir haben uns die ersten Nächte in Stein genommen, haben eine Kuhle ausgekratzt, wo wir uns reinlegen konnten, haben uns mit unserem zerschlissenen Mantel zugedeckt und da war es mir passiert, dass es in der Nacht geregnet hat und ich lag dann zuletzt im Wasserbett. Es war nichts weiter da, wir haben nur dann erfahren, dass in der Nähe ein amerikanisches Verpflegungslager ist und dort lagen sehr viele Kisten, leere Kisten draußen und dann haben wir die Posten davon überzeugt, ob es nicht möglich ist, dass wir uns von diesen Kisten wenigstens eine kleine Unterkunft bauen könnten. Und das haben wir dann auch getan. J'ai vu quelques-uns de mes camarades, je suis désolé, brutaliser les Allemands pour les faire descendre. Allez, plus vite, plus vite. Eux, ils avaient été brutaux et nous, on n'avait aucune raison de faire pareil. Mais c'était pas méchant, il les tapait pas. Hein. Je dis, il les molestait un petit peu, quoi. Hein. Écoutez, c'était la réponse du berger à la bergère. Wir haben uns gewundert, dass plötzlich Zivilisten ins Lager kamen mit Posten und wir mussten antreten und da wurde langsam die Front abgeschritten von den Zivilisten und dann haben wir gemerkt, dass wir irgendwelche suchen, die was verbrochen hatten. Die wurden dann plötzlich rausgenommen. Mehrmals haben wir das erlebt und jedes Mal, wenn zum Tor Zivilisten mit den Posten reinkamen, da hatten wir schon heillose Angst und wussten nicht, was uns passiert. Und diese Leute haben sie abgeführt, wir haben diese nicht mehr gesehen.
Il y avait aussi des criminels de guerre, donc qui avaient reflué avec les troupes qui étaient stationnées un peu partout en Bretagne. Et ici, pour anecdote, je peux vous préciser que les FFI, qui ont investi la ferme à la capitulation allemande, avaient emmené avec eux comme prisonnier un criminel de guerre allemand. Mon père m'a souvent raconté que cet Allemand avait été enfermé dans un des blocos qui se trouve derrière chez nous. Il est resté là en punition pendant quelques jours et au bout de son purgatoire, disons, cet Allemand a été pratiquement lynché ici chez nous, dans la cour derrière la ferme. Diese Gewalt, die wir durch Zivilisten erfahren haben, haben wir gemerkt, da hat sich der ganze Hass entladen. Und das dauerte ungefähr ein halbes Jahr. Dann hatten wir langsam durch unsere Arbeit Kontakt mit Zivilisten und da wurde mit den Zivilisten diskutiert und da hat sich das dann allmählich gegeben. C'était beaucoup d'agriculteurs, c'était des gens corrects. Après la guerre, donc mon père a fait une demande, et, comme beaucoup de paysans, de Plumeur et d'ailleurs, et mon père a eu 2 prisonniers de guerre pour l'aider à remettre sa ferme en état. Was Franzosen und Deutsche betrifft, da kann nur eine gewisse Freundschaft bestehen, wenn wir in diesem Lande mit den Franzosen zusammenarbeiten. Und wenn wir vor allem, je länger wir in diesem Lande sind, haben wir uns mittlerweile an die französischen Verhältnisse gewöhnt. Und mir ist es ja selbst so gegangen, ich hatte keine Lust mehr, weil ich von Deutschland enttäuscht worden bin. Und ich wäre sehr gerne hier geblieben. Man hat schon gewisse Freundschaften entwickelt aus dem Hierbleiben. Le régime nazi qui s'est imposé à la société allemande, qu'il ne faut pas exonérer de cette catastrophe, mais a aussi pesé sur des gens dont les convictions sous l'uniforme sont aussi diverses et variées, quelque part, que celles des Français dans leur engagement. La libération, c'est en même temps, quelque part, plus qu'un point final, un point de départ vers une autre phase. C'est une réinstallation des expropriés, ce qui était leur propriété et qu'ils ne reconnaissent plus parce que tout a été détruit ou au contraire transformé. Il faut tout reprendre à zéro et puis il faut savoir ce que sont devenus les proches. Enfin, il y a des liens à renouer, il y a des comptes à rendre ou à régler. Et les autorités vont essayer d'encadrer toutes ces aspirations dans un contexte où l'accumulation des griefs a fait monter la haine et l'exaspération. Donc tout ça va être à gérer, puis on part pour 15 ans de reconstruction. La ville était complètement abandonnée, il n'y avait rien, on traversait les ruines. Moi j'étais pas très vieille, j'étais gamine, donc on rentrait dans les ruines. On aurait très bien pu rencontrer des bombes et s'amuser avec aussi. Ce qu'on voyait aussi, c'était des rats, puisque la ville était déserte. Il y avait des rats dans les ruines. C'était pas très gai quand même non plus. Il faut, pour rentrer dans l'Orient, beaucoup de précautions. D'assez loin, l'Orient paraît intact. Et une fois qu'on est dedans, ça n'est que des ruines, puisque les murs sont restés. Tout ce qui était à l'intérieur des murs a brûlé. Mais c'est très spectaculaire de voir ces villes qui se dressent comme des alvéoles de galettes d'abeilles, totalement détruites, et en même temps le squelette est à nu et puis il risque de vous tomber dessus. Donc c'est un endroit dangereux. Il n'y avait plus que des ruines, des rats, des espèces de fleurs violettes là, qui poussent dans les endroits arides. Mais on est rentré en 45, au mois d'août 45. Alors vous savez, ça a été des années avant que les gens trouvent des logements, que ce soit reconstruit et tout ça. Alors non, ça n'a pas été facile. Ce qui m'a frappé en arrivant, bien entendu, ce sont les tas de cailloux. Je ne reconnaissais plus la ville.
faut quand même garder à l'esprit ce que peut faire un aventurier. Pour moi, c'était un aventurier, Hitler. Rien de plus. Ce qu'il peut faire pour entraîner les masses, en faisant d'abord un groupe de 10, un groupe de 100, un groupe de 1000, etc. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et il n'est pas souhaitable d'entretenir un esprit de rivalité et de recommencer une pareille tuerie. C'est terrible. On ne peut pas comprendre. Qui peut dire